Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Pour Morgan Palmer, vice-président du Parti des Républicains, le président Bahongla est en prison injustement. Georges Gilbert Bahongla est un homme sincère qui ne sait que dire la vérité, et c'est pour cela que les gens ont décidé de porter atteinte à sa liberté, poursuit Morgan Palmer. Georges Gilbert Bahongla doit être patriote et suffisamment sincère pour mener à bien ses activités. Combien de fils de chefs d'État dans le monde dénoncent le système que dirige leur père? Il faut avouer que le président Bahongla est une exception. Suivons maintenant l'entretien exclusif avec Morgan Palmer. Écoutons. Bonsoir. Il a été désigné vice-président du Parti républicain pour continuer à jouer le rôle d'opposition et surtout porter une parole de proposition utile. Figure bien connue de la presse camerounaise, ancien des radios Sky One et Magic FM ici à Yaoundé et même de Télé Sud, Morgan Palmer est aussi aujourd'hui chef d'entreprise. C'est lui le grand invité du jeudi aujourd'hui sur Canal 24, émission en collaboration avec le quotidien L'Épervier. Morgan Palmer, bonsoir. Bonsoir Christian Diemou, bonsoir Sylvain Massing. Merci d'être venu. Comment vous allez? Écoutez, c'est moi qui vous remercie de me faire cet honneur de partager une tranche de vie avec vous, en échangeant, j'espère, sur les sujets d'actualité qui animent le débat dans les chaumières. Et peut-être aussi sur l'actualité du Parti républicain qui s'est beaucoup distingué ces derniers temps. Et donc, je le considère comme un honneur, le fait que Canal 24 s'intéresse à nous. Et j'espère être à la hauteur de vos téléspectateurs qui doivent certainement attendre beaucoup de cet échange. Exactement. Parmi vos co-intervieweurs ce soir, il y a bien sûr Cyril. Cyril, bonsoir. Bonsoir Christian. Bonsoir Morgan Palmer. Bonsoir Cyril. Vous êtes en quelque sorte un confrère à nous également. Comment allez-vous, Morgan Palmer? Alors, je vais plutôt bien. C'est vrai qu'on est quand même sur une suractivité ces derniers temps, hein, compte tenu du contexte. Nous avons un président, celui de notre parti en l'occurrence, Georges Gilbert Bahongla, qui est incarcéré depuis le mois de mai, depuis le 29 mai dernier. Il y a cette actualité politique brûlante. Le dialogue qui a été récemment convoqué, mais bien avant, ces tensions sociales et politiques qui animent notre pays. Et donc tout ça n'est pas de tout repos. Tout au long de l'émission, donc, on parlera de la position du Parti républicain sur le dialogue national, sur les procès en cours contre les opposants devant les tribunaux. On parlera bien sûr profondément du Parti républicain, de ses militants et bien sûr de son président qui est incarcéré depuis quelque temps maintenant. Et puis en troisième partie, on parlera de l'invité Morgan Palmer, de l'univers de la presse camerounaise, de la politique et aussi des questions, quelques questions d'actualité internationale qui concernent la politique et surtout l'Afrique. Morgan Palmer, je n'ai pas vu le nom du Parti républicain sur la liste des partis que le Premier ministre doit consulter avant le dialogue. Qu'est-ce qui se passe? Non, on n'a pas été exclu. En fait, je vous parlais de ces partis pour dire que on a donné priorité en termes d'invitation aux partis qui avaient une existence depuis de nombreuses années. Oui, maintenant, voilà, maintenant il y a dans la même liste autres partis politiques. Comprenez? Dans vous avez déjà été reçu? Autres partis politiques, il faut mettre le Parti républicain. Non, nous, on n'a pas encore été reçu, mais c'est en voie d'être fait. Donc, nous, on est dans autres partis. Et puis, on l'accueille avec beaucoup d'humilité. On n'est pas très longtemps dans l'action politique, publique. Et donc, c'est normal qu'on soit traité comme les petits benjamins. Vous irez aussi là-bas avec les piles de documents, comme les autres partis politiques? Oui, non. Alors, nous, on va vous dire une chose très simple. Ce qu'on a observé au Cameroun aujourd'hui, c'est que on a une pléthore de personnes qui se revendiquent leadership politique, mais on est très peu sur les projets, sur les programmes. Vous voyez, en 1992, le SDF a fait une campagne sur le Paul Biya Must Go. Ce n'est pas un projet de société, ça ne règle le problème d'aucun Camerounais. Des années plus tard, nous continuons à le voir. Nous, aujourd'hui, au Parti républicain, nous construisons toute notre démarche, l'essentiel de notre démarche, sur quoi? Sur des projets. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de dire telle chose ne va pas bien, on se contente de dire, on dit telle chose ne va pas bien, mais voilà ce que nous proposons. Donc
toute la démarche du Parti républicain, si on a du temps tout à l'heure, on en parlera, est articulée autour de ça, sur les projets. La sécurité sociale, on peut vous dire exactement ce qu'on fera. Pour mettre une assurance maladie, par exemple, en place, faisant que chaque Camerounais ait accès aux soins, donc on démocratise l'accès aux soins, ben on va faire un truc simple. On va mettre une TVA qui sera indexée sur certains produits de consommation de première nécessité. La conséquence directe, c'est qu'on a une caisse d'assurance maladie. Si on met 100 francs sur le riz en plus, on est sur un impôt indirect, donc que tout le monde paye. On est sur des schémas de justice, on ne fait pas payer certains et pas d'autres. Tout le monde boit la bière, tout le monde achète du riz, mange du riz. Donc tout le monde paye. Ça nous permet d'équilibrer une caisse d'assurance. D'accord. On grève toujours le panier de la ménagère. Mais il faut payer pour tout, monsieur. Parlons quand, dialogue, quand on voit ce qui se passe chez les Occidentaux, on a l'impression qu'il y a une caisse quelque part d'où ils prennent l'argent. Non. L'Occident a évolué parce qu'on a enseigné aux citoyens qu'ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir avoir l'éclairage public si personne ne veut payer d'impôts. Et ça, c'est le travail de pédagogie que les politiques comme nous devons faire. C'est pour ça que nous pensons qu'on n'a pas suffisamment fait de pédagogie, d'où toute la porte ouverte à la démagogie, au discours populiste. Non, il faut bien se dire qu'il y a un coût pour chaque chose. Si nous voulons avoir des villes propres, si nous voulons avoir des villes sûres, il va falloir que chacun paye pour cela, parce que c'est ce qui se passe ailleurs. Les propositions que nous sortons au Parti républicain ne sortent pas de notre imaginaire. D'accord, on va y revenir tout à l'heure. Je vous présente Ahmed Bala. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Christian, bonsoir Morgan. Bonsoir Ahmed. Je suis très fier d'avoir Morgan ce soir sur ce plateau. Et je l'ai écouté, j'ai écouté Morgan quand j'étais, je me rappelle au lycée, il animait une émission qui passait tous les soirs. Il avait une très jolie voix, sa voix n'a même pas d'ailleurs changé. Ah, merci beaucoup Ahmed. C'était vraiment très bien, on l'aimait beaucoup. Je me demandais où est-ce qu'il est passé. À un moment donné, on n'entendait plus parler de Morgan Palmer. On se demandait où est-ce qu'il est passé. Il est parti. Après, on a appris qu'il n'était plus au Cameroun. Bon, nous étions très contents de savoir qu'il était en vie et qu'il poursuivait ses actions et ses activités. Donc, ce soir, je pense que nous aurons l'occasion, peut-être vous avez commencé, de savoir où est-ce que Morgan Palmer en est maintenant. C'est vrai, aujourd'hui, il parle beaucoup plus politique avec le Parti républicain. Donc, si vous me permettez, je lui demandais, mais Morgan, comment ça s'est passé cette transition? Vous partez peut-être du milieu où vous étiez qui était beaucoup plus communicationnel, vous vous retrouvez maintenant dans le milieu politique. Comment la transition s'est passée? C'est l'appel du Cameroun. Parce que notre pays est dans une situation... Vous appelé non, pas l'appel du peuple. Ce serait vraiment prétentieux de dire ça, de dire oui, le peuple m'a appelé. Non, moi je ne suis pas pour cette approche messianique de la politique, de penser qu'on est l'homme providentiel. Non, on est sur une approche beaucoup plus dans l'humilité chez nos partis républicains. On est plus dans l'approche de on est des citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour que le pays puisse avancer. Donc on n'est pas des hommes providentiels. Ce qu'on fait, on n'a pas un mérite particulier à le faire. D'autres Camerounais peuvent le faire. Donc voilà, la transition, elle est tout à fait naturelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à l'époque, Ahmed, quand vous m'avez connu, j'étais déjà, il y a des souvenirs d'une vingtaine d'années. À l'époque, j'étais déjà dans des programmes de radio qui étaient des programmes utiles pour la société. Ça, c'est vrai. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on est dans une cohérence d'ensemble. La politique aujourd'hui, pourquoi? Pour une raison simple. Au bout d'un moment, il faut donner du pouvoir aux idées que nous avons. Les seules plateformes qui existent où on a la capacité de penser la société et de pouvoir matérialiser cette pensée en donnant des forces de loi, c'est la politique. Donc il fallait s'engager dans un mouvement politique à partir duquel on peut influencer positivement l'avenir de notre pays. C'est comme ça. C'est pour ça que je n'ai pas pu dire non à la proposition de Georges-Yves Banla de rejoindre le Parti républicain, dont les valeurs fondatrices étaient totalement en convergence avec... C'est un parti jeune. Mais oui. Avant, quand vous regardez l'environnement politique, aucun parti ne reflète, ou alors vos idéaux ne reflètent vos convictions, ne reflètent, ou alors n'a pas tout ce que vous vous attendez d'un parti politique. Bon, alors je l'ai dit avant, je disais que j'ai beaucoup de respect pour les autres formations qui sont là, parce qu'elles ont su se construire sur le temps et se consolider. Bon, mais quand j'ai fini de dire ça, je n'ai plus beaucoup de points
de ressemblance, beaucoup de points de convergence avec ces formations politiques, parce que je n'y entends pas parler d'avenir. Je n'entends pas parler de qu'est-ce qu'ils vont faire pour nos enfants qui viennent. Vous savez quel est le taux d'endettement du Cameroun aujourd'hui? On est à 6 500 milliards de francs CFA. Quand on fait un petit calcul, on est à 225 000 francs CFA par Camerounais. C'est-à-dire que nos enfants qui sont là, avec nous, ils ont déjà une dette de 225 000. Qu'est-ce qu'on a fait de ces argents? C'est de la dette essentiellement toxique. On allait emprunter sur les marchés financiers internationaux de l'argent, soi-disant pour réaliser des projets. C'est un procès que vous faites au régime. Oui, c'est un procès que je fais au système. Parce que nous, on pense que la situation de notre pays aujourd'hui n'est pas la faute de certains et pas d'autres. On a tous participé à faire du Cameroun un pays médiocre. La médiocrité dans laquelle on est aujourd'hui est une responsabilité collective. Parce que chacun en faux acte, chez quelqu'un a construit dans une zone non constructible, le taximan surcharge, il se fait racketter par le policier. Donc vous voyez, on est dans un truc où il faut de l'intelligence collective pour en sortir. Et donc la vision que nous avons aujourd'hui, c'est de dire, il faut un vaste rassemblement qui va appeler de l'humilité, de dire, bon, écoutez, moi je ne suis pas meilleur que vous. Hein. C'est ce que le chef de l'État fait le 10 septembre dernier. Il essaye de le faire, et c'est bien. Vous savez, nos partis républicains, nous ne sommes pas dans la politique politicienne. Quand il y a des actions positives qui sont posées par la majorité, nous disons, il y a des actions positives qui sont posées par la majorité. Quand c'est des actions négatives, on le dit aussi. Mais on fait mieux. Nous, on propose des solutions. Dans ce dialogue-là, certains estiment que le Premier ministre est chef du gouvernement et que le gouvernement a une responsabilité dans cette crise anglophone. Il est militant du RDPC et du coup... Les dés sont pipés. Oui, alors... Il ne peut pas être le bon médiateur. Moi aussi, je pense que le gouvernement a une part de responsabilité dans comment appeler ça? Le pourrissement de la situation. Merci de me passer le mot. Pourquoi ils ont une responsabilité? Vous savez, quand ça a commencé, à l'époque, j'avais fait une note publique dans laquelle je disais que, pour moi, le problème anglophone est une crise de représentativité. Vous voyez, nous sommes sur un système jacobin, l'organisation de notre société. On a un État central, on a une table centrale où il y a le gâteau, et ce gâteau, il est partagé à travers les représentants des différentes zones du Cameroun. Donc, ce qui s'est passé au nord-ouest et qui se passe dans d'autres régions, c'est que les gens qui ont été admis autour de la table centrale, à un moment donné, ils ont oublié leur base. Ils ont oublié qu'ils venaient de quelque part. Donc, la part qui revenait à eux, légitimement, avec leur région d'origine, ils l'ont gardée pour eux tout seuls. Ça finit par créer quoi? Ça finit par créer du ressentiment. Donc, à partir du moment où le gouvernement s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de revendications, que les gens ne se reconnaissaient plus à travers les figures de leadership qui étaient assises sur la table centrale de l'État, on devait tirer les conséquences tout de suite. Et c'est ce gouvernement qui doit arbitrer le dialogue? Oui, alors, on va y arriver. Il fallait tirer les conclusions tout de suite parce que, voyez, vous avez Ayoub Tabé, qu'on ne connaît pas, ni d'Adam ni d'Ève, qui du jour au lendemain lance des mots d'ordre qui sont suivis par les populations. Mais il faut s'interroger la réalité de se dire, mais si on a sur la table centrale, on avait un Atanganji ou on avait un tel autre qui était censé être écouté par les populations de leur coin et que subitement ils ne sont plus écoutés, c'est d'autres leaders qui sont écoutés, il faut peut-être penser à composer avec cela. Alors c'est le fait de vouloir absolument protéger les frères, hein, entre guillemets, hein, les petits copains, qui nous a amené à cette situation. Parce que si on avait tiré les conclusions d'entrée de jeu en se disant, bon voilà, il y a un message qui nous vient de la base, il va falloir qu'on l'entende, eh ben, on ne serait pas arrivé à des situations où, aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. La situation a explosé en différentes factions, et nous avons un pays aujourd'hui qui multiplie les théâtres d'opération. Ce n'est pas positif pour nous. Maintenant, l'État, mais il faut bien quelqu'un pour organiser le dialogue. Vous savez, si nous certains ont proposé l'Église catholique, par exemple. Oui, mais est-ce qu'elle est neutre? C'est pas sûr que l'Église soit neutre. On a bien vu sur d'autres, dans d'autres cieux. Vous avez des doutes sur les hommes de Dieu? Mais, en RDC, par exemple. En RDC, voilà, merci. Merci de m'aider, Ahmed. Ah, on a vu même ici au Cameroun certains hommes d'église souvent prendre des positions. Donc je suis pas sûr qu'en termes d'impartialité, on aurait une impartialité garantie du fait de la présence d'un homme d'église. Mais on parlait beaucoup plus d'un média. Enfin, si nous revenons sur les propositions ou alors les préalables évoqués par les leaders séparatistes, et parlaient
médiateur neutre, qui viendrait peut-être des Nations Unies d'un pays qui pourrait l'Union venir. africaine. Oui, moi, ça me gêne un peu. Ça a toujours été ça, généralement, ne dans donnons les conflits où on a l'impression qu'on a toujours eu un acteur des Nations Unies qui intervient, ou alors... Qui est aussi un petit peu considéré comme un homme de la diaspora. Ça peut Oui, mais vous savez, moi, c'est pas trop la vision que j'ai de l'Afrique. Je pense que c'est bien qu'on ait des partenaires internationaux parce que de toutes les façons, on vit dans un monde globalisé et donc on est liés. Hein, on ne peut pas se passer de nos partenaires internationaux. Mais je crois que, est-ce que la réciproque est possible? Est-ce que quand les Catalans habités par une idée séparatiste, ont commencé à tenir tête au pouvoir de Madrid. C'est pas possible parce qu'ils ont... Est-ce qu'on a demandé à l'Union africaine de venir... Mais l'Union européenne a intervenu. Oui, mais c'est l'Union européenne. Wow. Ayou n'a pas exclu l'Union africaine aussi. Donc, moi, ce que je pense, en tout cas, je vais vous le dire, le fond de ma pensée, c'est que on a peut-être encore au Cameroun des autorités traditionnelles. Vous savez, la culture de la palabre, elle est bien africaine, hein. C'est-à-dire... Elle est féodée quand on regarde qui est tous ces chefs aujourd'hui. Tous ces chefs sont on est d'accord. Tous ces chefs sont déjà des salariés. On est d'accord. Ils font déjà des motions de soutien aux chefs d'État aussi. On est d'accord, mais on a des personnalités, pas forcément de premier plan, qui ont la capacité. Moi, je connais un chef à l'ouest du Cameroun qui s'est souvent distingué par des prises de position originales, en restant, le chef Sokoudjou, de pouvoir dire que c'est un opposant. De Bamedjou. Je ne suis pas certain que ce soit un opposant. Je pense juste que... Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Nous, on est dans une position très inconfortable. Quand on dit, parce qu'on estime qu'il faut être habité par la justesse, quand on dit, telle action que le gouvernement a posée, elle est bien, alors l'opposition nous tacte d'être un relais du pouvoir. Alors, et quand on dit, quand on partage en chorus certaines revendications de l'opposition, le pouvoir dit qu'on est des opposants, des dangereux opposants. Non, moi je ne pense pas qu'il faille voir les choses de manière manichéenne. Il y a des choses bien de part et d'autre, il faut les prendre et puis en faire ce qu'il y a de bien. Qu'est-ce qu'on fait avec Ayoub Tabé, Myamachou Bibisi en prison et les autres? Alors, le problème à Ayoub Tabé, il est assez particulier. Vous savez, moi, dès qu'on parle d'un dialogue, tout de suite, je vous dis, c'est la position du Parti républicain, l'apaisement, qu'on se mette tous ensemble. On fait des concessions. Qu'on fasse des concessions. Mais il se pose un problème dans le cadre d'Ayoub Tabé, c'est qu'on a des millions de nos forces de défense, police, gendarmerie, qui ont été assassinés de manière très très violente. Quelqu'un vous dira que les FARC en Colombie ont fait plus que lui. Oui, attendez. Ils sont devenus partis politiques. Attendez. Surtout qu'on n'a pas commencé par tuer. Attendez. Il y a eu d'abord, on pouvait éviter cet enlisement de la situation. Oui, mais soyons d'accord. Si on doit se mettre autour d'une table, c'est pour parler du Cameroun. Alors, comment voulez-vous qu'on parle du Cameroun avec des gens qui se revendiquent d'autres nationalités? Moi, c'est ça le problème, aujourd'hui. Peut-être c'est l'attitude, c'est le comportement. Oui. Vous dans une position politique inconfortable, comme votre président, Georges Gilbert Baoula, du Parti républicain, vous pourrez revendiquer, vous qui avez fait un tour du côté de l'Occident en France, vous pouvez vous revendiquer de la nationalité française. Est-ce que vous ne savez pas prêt à le faire? Parce qu'il y a une injustice. Non, alors déjà... C'est l'occasion de dire au Camerounais si vous n'avez pas un français. Non, j'ai toujours gardé ma nationalité camerounaise. J'ai de la famille qui est française, mais je n'ai jamais pris de nationalité. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, j'ai un grand-père qui a fait la Deuxième Guerre mondiale et qui s'est distingué de manière exceptionnelle sur le théâtre des opérations. Il réussissait des prouesses, traverser dans les camps allemands pour repêcher des confrères tombés. Et donc, le général de Gaulle lui a écrit une lettre à la main. On lui a donné une médaille commémorative. Donc, ce type est resté 6 mois en France après la guerre. C'était la fête. Et au moment de rentrer en Afrique, ils étaient habillés tous en costume d'apparat. Donc, ils arrivent à Brazzaville. En Afrique centrale, c'est de Brazzaville que chacun regagnait son pays, de la sous-région. Et quand ils arrivent à Brazzaville, on leur demande d'enlever le costume qu'ils avaient à Paris pour qu'ils mettent des culottes. Donc l'armée française reprend les costumes pour qu'ils rentrent chez eux avec des culottes. Alors il a été tellement choqué par cette ingratitude, après s'être sacrifié pendant 5 ans, il est resté en France tout ce temps-là, que rentrer en France, il arrive à sa famille. Alors moi, je ne souhaiterais pas que vous preniez une nationalité européenne un jour. Donc moi, je fais partie de ceux qui écoutent. Moi, je suis très traditionnaliste.
porté sur le respect des anciens et de leur volonté. Donc je fais partie de ceux qui respectent cette volonté de familiale, qui est que bon, il n'est peut-être pas opportun de prendre une autre nationalité. Moi, j'ai toujours été... D'accord. Revenons au grand dialogue. Quand on dit qu'on dialogue, oui, les sujets ne doivent pas être tabous. Non, les sujets ne doivent pas être tabous. Et c'est pour ça que nous avons dit, nous, au Parti républicain, quand on a évoqué cette question du dialogue, que ça devait aller au-delà d'un symposium de décrispation des Camerounais anglophones. Pour décrisper, il faut sortir les gens de prison. Oui, je dis ça devait aller au-delà. Parce que nous, aujourd'hui, on pense que ça, c'est de la politique politicienne. Honnêtement, si on sort Ayoub Tabé de prison, ça va arranger la vie de quel citoyen camerounais? Est-ce qu'on aura l'assurance maladie parce qu'Ayoub Tabé est sorti de prison? C'est pas de ça qu'on parle au dialogue. Non, si. Il faut qu'on comprenne très bien. Parce que vous savez, le problème, on a la manie chez nous d'établir des priorités dans un désordre. Non, c'est ce que je veux qu'on comprenne. Pour assurer la vie des... un mot d'ordre pour demander à certains partisans de déposer les armes. Oui, non, c'est que vous ne suivez pas la subtilité de ce que je veux dire. Pour qu'il y ait une assurance vie pour nos compatriotes anglophones, il faut d'abord qu'ils sortent de la brousse et qu'ils soient en sécurité. Oui, je sais que vous ne comprenez pas. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on a fait une question nationale, un débat national, on a l'impression que ça va impacter sur la vie des Camerounais de manière irrémédiable. Mais ce n'est pas le cas. On est dans de la politique politicienne. Moi aussi, vous voyez dans la Sanaga maritime, Nyon et Kélé, aujourd'hui, vous avez les Bassa qui revendiquent d'avoir une grande région qui va englober les deux départements, Sanaga maritime et Nyon et Kélé. Tout le monde peut faire ça. Vous pensez que, ok, on va faire quoi? On va aller à un dialogue pour dire, bon, calmez-vous, ne coupez plus le chemin de fer pour que la richesse continue à passer. On va leur donner quelques strapontins dans le truc où ne coupez plus l'axe lourd pour que le truc passe. Mais en quoi ça fait avancer de manière... On va aller au dialogue globale. Pour dire, ne tuez plus des enfants. Oui, non, je veux dire, en quoi ça fait avancer la situation des Camerounais? Pas en grand-chose. C'est-à-dire qu'on est là pour régler en fait des crises qui n'apportent rien en termes de valeur ajoutée à notre problème. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui... la crise anglophone. Non, je ne minimise pas. Vous ne me comprenez pas. Je veux dire qu'aujourd'hui, si on doit établir un ordre de priorité, pour nous, l'ordre de priorité, c'est le bien-être des Camerounais. Comment chaque Camerounais peut se soigner quand il est malade? Comment on crée des emplois de masse pour répondre au chômage de masse? On a aujourd'hui plus de 60%, vous vous rendez compte? 60% de personnes qui doivent travailler, qui ne peuvent pas travailler. Il n'y a pas d'emploi. Ils sont assis chez eux. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Demain, on va sur des chemins, des schémas d'instabilité avec ça. Donc, la chose qui devrait préoccuper les Camerounais aujourd'hui, quand on convoque un grand dialogue comme celui-là, c'est de se dire, la vie chère, qu'est-ce qu'on en fait? Vous savez qu'il y a eu 2 baisses de salaire dans ce pays, avec les ajustements structurels, et pendant qu'il y avait ces baisses, il y a eu la déréglementation du fait de la mondialisation. Donc, on a eu inflation de prix. Donc, pendant qu'on baissait aux gens leur niveau de rémunération, le coût de la vie, moi je suis de la génération qui achetait des boîtes de sardines à 150. Vous êtes chanceux. Aujourd'hui, c'est 450 francs. Pourtant, les revenus ont baissé. Comment les gens font pour vivre? Parce que là, vous dites que vous n'êtes pas partisan de bien. Non, c'est pas ce que je l'ai pas dit. Hein. Nous, on est un parti qui aspire à gouverner. On n'est pas là pour amuser la galerie. Hein. On est là pour prendre le pouvoir. Et nous espérons qu'on va le faire en 2025. On est là pour que la majorité actuelle aille se reposer. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Là, maintenant, il faut passer le témoin. Parce que, vous savez ce qui s'est passé. Quand on dure trop longtemps au pouvoir, comme c'est le cas de la majorité actuelle, au bout d'un moment, on n'a plus l'obligation de résultat. On considère que les choses sont acquises. On n'a pas d'effort à faire. Aujourd'hui, il faut laisser un nouveau souffle émerger. Ce nouveau souffle doit être porté par des Camerounais de tous les azimuts. C'est ça l'originalité de la position du Parti républicain. Au lieu d'exacerber les antagonismes, ce que nous voulons faire, c'est de rassembler. Parce que nous pensons que... Pourquoi vous pensez qu'un type comme Maurice Kamto ne peut pas être utile à la reconstruction du Cameroun? Il faut arrêter son procès? Parce qu'il est du MRC. Non, c'est pas ce que je dis. Il n'y a rien à voir. C'est une transition. Je vous dis dans le schéma. Vous parlez du procès MRC et ses alliés. Oui, mais il faut faire des procès. On ne peut pas être pour l'état de droit, et puis quand le droit veut s'exprimer, dire que non, il faut arrêter. Sauf qu'on est au tribunal militaire. Soyons légitimes. Mais oui, c'est ce que la loi prévoit. Il y a des crimes qui sont jugés dans le cas en cour martiale.
C'est bien ce que la loi prévoit. C'est pas inventé spécialement pour le cas Maurice Kamto. Hein, vous essayez de faire entendre la voix du Parti républicain, de ses militants, du président Bahongla, votre propre voix. Mais il y a quand même un mécanisme plus institutionnel et plus juridique de faire entendre cette voix. C'est d'abord d'être représentatif, par exemple, au niveau des conseils municipaux, à l'hémicycle. Mais pourquoi, depuis votre création, vous ne vous lancez pas dans la campagne, vous n'allez pas aux élections? Alors, je vous ai dit au début de ma prose, je vous ai dit que en intégrant le Parti républicain, j'avais dans ma profession de foi, dit que je rentrais dans le Parti républicain pour ce que nous souhaitons qu'il devienne et pas pour ce qu'il était. Vous comprenez? Ça veut dire que je ne suis pas comptable de ce qui s'est passé avant, parce que ça a dû se passer dans des contextes que je ne maîtrise pas. Ce que je sais en revanche, c'est que on ne peut pas aujourd'hui évaluer le taux de solidité du Parti républicain juste sur la base des adhérents ou de sa représentativité. Pour moi, le taux, ouais, on a un petit millier. Éparpillé dans le monde. Ne va pas aux élections, il y a juste un groupe d'animation. C'est ce que je vous dis, que quand j'ai repris le parti, j'ai dit que je ne venais pas dans le parti je venais dans le parti pour une nouvelle direction qu'on avait décidé de prendre, donc qui a vocation notamment à participer. Bien sûr, donc on va participer aux prochaines élections à venir. C'est pour ça que nous avons lancé le casting politique pour investir de nouvelles personnes, faire émerger un nouveau leadership politique qui nous débarrasse un tout petit peu des apparatchiks. Donc on a cette ambition. Mais ce que je veux quand même que vous compreniez, c'est que le taux de solidité d'un parti ne s'évalue pas, s'évalue au taux de pénétration de ses idées dans la société. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les idées du RM et du RDPC sont majoritaires au Cameroun? Tout le monde veut le changement. Donc, et nous, les idées que nous portons peuvent être des idées majoritaires. Et vous savez qu'un parti politique... Sauf que mathématiquement, le taux de pénétration de l'idéologie au sein de la société rime également avec le taux d'adhérents. Non, pas forcément. Pas forcément. Je vais vous expliquer. Vous savez, le parti qui a le plus d'adhérents en France, c'est le Parti républicain. Les Républicains de France, ils sont à peu près à 250 000, 300 000 adhérents. La France a 70 millions d'habitants. Vous voyez? Donc il y a un collège électoral d'une vingtaine de millions de gens. Donc si ce n'est que sur la base du nombre d'adhérents comme un parti A, moi je crois que c'est plus la force des idées qui sont contagieuses. Vous savez, il y a des gens qui regardent, qui ne vont jamais être encartés, qui ne vont jamais prendre une carte de parti, mais qui voteront parce qu'ils sont séduits par les idées que le parti développe. Donc, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas important d'avoir des adhérents. La preuve, nous, tous les jours, nous travaillons pour massifier davantage notre parti, mais c'est pour dire que la finalité finale, ce n'est pas celle-là. La finalité finale, c'est de travailler pour que nos idées se répandent dans la société. Et si elles se répandent dans la société, eh bien, quand on participe aux différents scrutins, on a une chance de... Vous ne craignez pas la répression quand vous regardez comment certains partis aujourd'hui ne peuvent pas organiser des meetings, des marches pacifiques? Et vous ne craignez pas? Ou alors vous êtes conscient du contexte dans lequel nous sommes, que certains appellent le contexte répressif? Alors moi j'ai quelque chose que je ne connais pas dans ma vie, c'est la peur. Moi j'ai pas peur de quoi que ce soit, parce que je considère que la peur est l'un des cancers de l'Afrique. C'est parce que les Africains ont tellement intégré la peur qu'ils n'osent rien faire. Vous voyez? Donc il faut à un moment donné commencer à réfléchir utile. Comment est-ce qu'on peut être utile pour son pays? Comment est-ce qu'on peut être utile pour son continent? Quand on a pensé, on a trouvé quelque chose qu'on peut faire, ça ne doit pas être arrêté par les considérations « et si on me tuait, et si… » De toute façon, on est tous morts le jour où on est. On est d'accord. Donc, nous, on n'a pas ces considérations au niveau du Parti républicain. Nous ne pensons pas que l'État du Cameroun soit particulièrement répressif. Pour avoir voyagé ailleurs... Même si ce n'est pas dans le cadre politique, la simple arrestation et incarcération de votre président ne vous a pas fait casser les dents? Au contraire, ça a dopé ma volonté de faire des choses. Vous savez, j'ai rencontré le président Ouad il y a quelques années à Roubourg, et il m'a dit, le jour où j'ai décidé de faire la politique, je suis allé voir mon père. Et mon père m'a demandé, est-ce que tu as peur de la mort? Il a répondu à son père, non.
Et il lui a posé une deuxième question. Est-ce que tu as peur de la prison? Son père, il a répondu à son père non. Son père lui a dit, tu as ma bénédiction, tu peux aller faire de la politique. Donc on ne peut pas faire de la politique en étant habité par les idées de peur de la mort, de peur de la prison. C'est qu'on n'a rien compris. La politique, pour moi, c'est un sacerdoce. On fait don de soi à une cause, et pour l'instant, cette cause chez nous, c'est la cause Cameroun. Comment on sort de ça? C'est pour ça que je vous dis qu'on est scandalisé quand on continue à voir qu'en 2019, on va convoquer un dialogue au lieu de faire asseoir des cerveaux autour d'une table qui réfléchissent sur les choses concrètes. Comment on sort de telles situations? Comment on construit des stades? Comment on protège nos femmes? Il y a eu 253 000 réussites au bac cette année, 60% de femmes. Quelle est la place des femmes dans notre leadership aujourd'hui? Elle est quasiment nulle. Nous, on travaille sur un projet de loi qu'on appelle EGAPOTO, Égalité pour tous, qui vise la parité homme-femme à 50% sur tous les postes gouvernementaux. C'est l'un des 17 ODD des Nations Unies. Comment? C'est l'un des 17 ODD, oui, les objectifs de développement du millénaire. Effectivement. Mais nous, c'est même pas par rapport aux Nations Unies, c'est par rapport au bon sens. C'est le bon sens qui le commande. Pourquoi voulez-vous qu'on ait une société qui soit... Regardez les partis politiques au Cameroun. Le RDPC, qu'est-ce qui fait la force du RDPC? Vous parlez des cerveaux, de faire asseoir des cerveaux autour d'une table. Quels sont ces cerveaux? Ces docteurs, des professeurs agrégés? Qui est cerveau au Cameroun? Alors moi, je vais vous étonner. Nous, au Parti républicain, la diplomite, c'est quelque chose qui nous insupporte. Le cerveau chez nous, c'est celui qui a la capacité de s'asseoir, de réfléchir quelque chose d'utile pour sa société et de la faire avancer, peu importe son cursus. On ne confond pas les choses, on ne confond pas diplômés et des gens qui ont la capacité de produire des solutions pour la société dans laquelle ils vivent. Vous savez, c'est Napoléon qui a inventé le bac en France. C'est-à-dire que lui-même n'avait pas le bac. Comprenez? Vous avez des gens qui ont imprégné durablement l'histoire de l'humanité. On parle de Socrate, de Platon, c'est des gens qui ont vécu il y a des années où il n'y avait pas tous ces diplômes. Mais ils ont marqué l'histoire. La preuve, on les apprend dans les écoles. Donc, nous, on n'est pas dans ce truc de la diplomite, les docteurs, les machins. C'est qu'est-ce que... Et en plus, pour nous, être scientifique, ce n'est pas de répéter la science des autres. Pour l'instant, ce que nous avons... ce que nous avons en volume important chez nous, en Afrique, c'est des gens qui répètent la science des autres. Et ça ne fait pas forcément d'eux des gens utiles pour le continent. Morgan, quand on vous écoute, on a envie de vous demander si vous avez les cartes de votre parti et que vous nous les distribuez quand on vous écoute. C'est tellement beau, c'est tellement bien, mais on va vous dire qu'on a l'habitude d'écouter ce type de langage, des gens qui ont de très beaux discours, qui des gens qui viendront changer le quotidien des Camerounais. Le Parti républicain a quel bilan? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? On ne sait pas encore. Ah si, non, pour les choses concrètes, on en fait tous les jours. Je pense qu'il n'y a pas... On veut bien savoir, oui, je vais vous en parler. Qui a impacté les Camerounais? Je vais vous en... D'accord. Est-ce que le parti a entrepris quelques démarches, que ce soit pour libérer votre président? Bien sûr. Vous ne voulez pas marcher? Je crois que vous avez écrit... Pour demander sa libération. Vous avez écrit à l'ambassade de France. Oui. Pour demander sa protection. Pourquoi il est en danger? À la France pendant... Alors, je vais vous expliquer. Je vous ai parlé tout à l'heure de concept de monde globalisé. Aujourd'hui, le Cameroun ne peut pas fonctionner sans ses partenaires internationaux. Tout comme les partenaires internationaux du Cameroun ne peuvent pas fonctionner sans le Cameroun. La France est numéro 1 mondial du nucléaire. La matière première du nucléaire, c'est l'uranium. Alors vous imaginez un instant que le Niger, la République centrafricaine, le Gabon ferment l'accès de l'uranium à la France, ils sont plus premiers producteurs mondiaux du nucléaire, ils sont plus premiers du nucléaire dans le monde. Donc on est aujourd'hui interdépendants, on est liés. Ça fait quoi? Ça fait que quand il y a une difficulté, parfois quand c'est difficile, on se tourne vers les amis. Georges on l'a demandé l'exil au Congo. Cette information est avérée? Oui, c'est une information qui était... Mais Morgan, vous ne trouvez pas que vous vous contredisez là? Oui, tout à l'heure, nous avons parlé d'un médiateur neutre qui viendrait peut-être de l'étranger. Vous avez estimé que c'était pas nécessaire. Oui. Et pourtant, lorsqu'il s'agit d'une situation parce que ça n'envoie pas... Attends, parce que c'est pas nécessaire. Pourquoi? Je vais vous dire.
parce que ça n'envoie pas un bon message pour nos enfants qui sont là. Ça veut dire quoi? C'est une preuve d'incapacité. Donc on n'a pas des gens capables de pouvoir au Cameroun s'asseoir pour diriger un dialogue. Lorsque vous demandez alors je vais vous dire ce qui s'est passé. Parce que vous êtes incapable. On n'a pas demandé l'aide. On a fait une demande de conciliation. Vous comprenez? Et ce n'était pas la seule demande qu'on a fait. J'ai d'abord écrit un courrier au président de la République du Cameroun en tant que chef de la magistrature suprême, pour dénoncer ce que nous étions en train de vivre, qui est complètement un scandale. On instrumentalise l'institution judiciaire pour régler des comptes politiques. On a interpellé. Et on a, à côté de ça, interpeller nos partenaires, nos amis internationaux pour qu'ils nous aident à une conciliation, pas pour qu'ils interviennent dans le sens de la conciliation. C'est quand on ne s'entend plus, bon, on peut s'asseoir ensemble et puis quelqu'un parle. Quand Georges Gilbert Baoula demande l'exil au Congo, ça veut dire qu'il est en insécurité ici? Oui, parce que en réalité, il faut qu'on parle de ce problème d'insécurité. Vous savez qu'aujourd'hui, l'état de paupérisation de prison fait quoi? Fait qu'une vie ne vaut parfois 500 francs CFA. Il suffit que vous ayez un ennemi surpuissant qui donne une instruction. Le premier prisonnier vous plante. Donc c'est pas anodin. Nous avons quand même des cas précédents, des gens qui sont morts en prison. Pourtant, ce n'étaient pas des gens dangereux ou néfastes pour la société. Il n'a pas demandé le soutien de son père, l'aide de son père. Mais si, je viens de vous dire que la première autorité à laquelle j'ai écrit avant de faire ces courriers que les Camerounais ont choisi de retenir. J'ai applaudi pour la sélectivité de la mémoire mémorielle. On ne leur en voulait pas pour ça. Hein? J'ai vu que vous avez particulièrement retenu le courrier que j'avais adressé à l'étranger et pas celui que j'ai adressé au président de la République. Pourtant, c'était aussi un courrier public où je lui ai dit, bon, voilà, monsieur le président de la République, il y a quelque chose de grave qui se passe. Nous avons un citoyen qui a été interpellé au mépris de toutes les procédures. Il a été interpellé sans avoir jamais été convoqué, sans mandat d'arrêt. Vous vous rendez compte? Et qui est incarcéré aussitôt à la police judiciaire pour une affaire de diffamation. On a l'impression que vous découvrez la justice camerounaise. Non. Injure, diffamation et escroquerie. Non, c'est diffamation. Que diffamation. Il n'y a pas tout le reste, c'est des fantasmes qu'on a retrouvés dans la presse. Justement, non, que diffamation. Si on avait été proche de ma voiture, je vous aurais montré. Sur mon carnet de visite, mon autorisation de visite, c'est bien écrit. Motif d'incarcération, diffamation. Il n'y a pas un autre motif. Tout le reste a été concocté par justement ces complotistes pour donner de la substance à l'action qu'ils avaient menée et qui était complètement dépouillée de quelque pertinence que ce soit. Mais on doit être d'accord que le président Georges Gilbert Baoula n'a pas souvent sa langue dans la poche. Bon, je ne sais pas ce que vous appelez... Bon, c'est pour ça que vous pouvez dire que les gens ont fabriqué le motif d'injure. Je vais vous dire ce qui se passe. En réalité... De révélation. En réalité, Georges Gilbert Baoula est le fils putatif du président Biya. Il y a combien de fils de chefs d'État dans le monde qui choisissent de rejoindre le côté des faibles pour lutter contre les puissants dont ils tiennent leur extraction? Ils ne sont pas très nombreux. Ils se sacrifient alors pour les pauvres. Oui, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que nous, au Parti républicain, on a pris une décision. On veut faire de la politique. On est obligé d'être sincère avec les Camerounais. Vous savez, ce n'est pas toujours de gaieté de cœur. On a beaucoup d'amis parmi les gens qu'on dénonce, qui se retrouvent en prison. Des gens avec qui il faut aller en prison pour voir ce spectacle. Quand vous voyez... Des gens qui vous ont aidé à créer le Parti républicain? Non, rien à voir. Qui vous donnent souvent de l'argent pour... Même pas. Pour aller organiser les meetings. Même pas, vous voyez que je roule pas sur de l'or. Vous voyez, c'est pas des gens comme ça, non. Des amis vraiment, parce que des liens familiaux et compagnie. Mais à partir du moment où on a fait le vœu d'honnêteté vis-à-vis des Camerounais, parce qu'on va solliciter les mandats des Camerounais. On a le devoir de sincérité. Pourquoi voulez-vous qu'on commence à taire des choses qui se passent, qui sont graves pour notre société? Et dénoncer un tel ne fait pas de nous, c'est pas un problème personnel. Ce qui n'a pas été bien dans la démarche de Gilbert Baoula, c'est qu'il n'a pas pris le temps d'expliquer aux gens que quand il citait le nom d'un prévaricateur, ce n'est pas parce qu'il lui en voulait à titre personnel, mais c'est parce qu'il avait un devoir de vérité et de sincérité vis-à-vis des Camerounais. Oui. Et je crois que ce côté-là va être corrigé. Et d'ailleurs, nous, aujourd'hui, nous appartenons au courant, au sein du Parti républicain, qui pense que ces gens-là, qui sont en prison pour motif de prévarication, on doit revoir leur cas.
après la moralisation, il faut qu'on passe à la réhabilitation. Et il faut qu'on passe à la réhabilitation pour une raison toute simple, celle que je vous ai évoquée tout à l'heure. Arrêtons de faire le procès des individus, faisons le procès du système. Parce que s'ils sont en prison, le RDPC aussi devrait être en prison. Ils ont pris de l'argent parfois pour financer... Ce que vous dites en tant que leader politique, lorsque vous parlez de la réhabilitation, ça veut dire que c'est quand même une autorisation manifeste accordée à certains individus, à certains hauts dignitaires de la République de détourner, de piller, et puis s'asseoir après pour dire on va me réhabiliter. Très belle préoccupation. Sans restitution. Je trouve beaucoup de pertinence dans ce que vous dites. Mais je vais mettre un petit bémol. Le bémol vient d'où? Le bémol vient de l'interrogation de la causalité profonde de ce qui nous arrive. Je viens de vous faire une démonstration tout à l'heure. Que s'il faut appliquer la justice, il ne faut pas que ce soit une justice à géométrie variable. Il y a la notion de coaction dans le droit. Il y a la notion de recel dans le droit. Ces gens-là qui ont pris de l'argent, qui en ont joui avec des gens, d'autres Camerounais, ne doivent pas être les seuls à payer. Mais pourquoi ça se produit de cette manière? Parce que nous avons failli, de manière générale, à construire un système qui nous mette à l'abri de ça. C'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, il va peut-être falloir, dans un esprit progressiste, d'aller vers autre chose. Cette autre chose, c'est de dire quoi? C'est de construire une société avec des prérequis qui fassent qu'on n'en soit pas là avec des gens qui ont envie de voler. Parce que si tout le monde a un niveau, si tout le monde peut se soigner, si tout le monde peut manger à sa faim, vous pensez que les gens iront encore s'aligner dans les cabinets ministériels ou de directeurs généraux d'entreprise? Non, vous ne verrez personne là-bas. Donc c'est ce qu'on est en train de dire. On ne dit pas, on ne donne pas de prime aux prévaricateurs. Continuer à voler, c'est pas ce qu'on dit. Mais ce qu'on remarque quand même, c'est que depuis qu'on envoie les gens à Koningui, on n'a pas arrêté de voler au Cameroun. Ça continue. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a raté le diagnostic du problème. Et nous, c'est ce diagnostic juste que nous sommes en train de poser. Est-ce que dans vos propositions à la primature, est-ce que vous amenderez l'article 18 qui crée le tribunal criminel spécial, cette loi de 2011, qui dit qu'en cas de restitution du code du délit, le procureur du TCS peut arrêter les poursuites contre un individu? Oui. Moi, je suis pour ça. D'ailleurs, c'est bizarre. Il y a peut-être une seule personne qui a déjà joui de cette disposition au Cameroun aujourd'hui. Institution du code délit, abandon de poursuite. Je crois que ça devait être dans une affaire, celle de la Campost. Si mes souvenirs sont exacts. Tous les autres qui ont proposé de restituer le corps du délit. Parmi ceux il y a des personnes qui ont pris de l'argent à l'État et qui remboursent aujourd'hui, parmi lesquels le tombeur de Georges Gilbert Barola, Jean-Pierre Moulou-Béliga. Mais c'est de ça que je vous parle. Oui. C'est l'affaire de la Campost. Donc on est sur une disposition effectivement légale, vous faites bien de le souligner, mais qui n'a été au Cameroun aujourd'hui appliquée que pour un seul cas. C'est quand même assez étonnant. Pourquoi lui seul? Pourquoi pas? Pourquoi? Non, elle a fait la prison à Manadama. Oui, mais après avoir remboursé le corps de délit, elle est sortie. Oui, mais je veux dire que... Est-ce qu'il a fait la prison, Jean-Pierre Amogo Belinga? Non. Alors, pourquoi elle a fait la prison et pas lui? Pour les crimes de la même nature? Non. Et il y a Yves-Michel Fotso, je me rappelle, si mes souvenirs sont exacts, qui avait proposé de rembourser, mais qu'on a gardé en prison. Vous comprenez? Pourquoi insister sur la libération forcément de... Vous qui êtes quand même un spécialiste aussi des stratégies politiques, pourquoi insister sur la libération du président Georges Gilbert Barola? Peut-être que cette incarcération pourra faire de lui Nelson Mandela, qui pourra bénéficier à vos militants. Écoutez, moi je touche du bois que les ancêtres vous entendent, parce que ce ne serait que tout bénéfique pour notre formation politique. Effectivement, nous, on est de ceux qui pensent qu'on a une vraie vie spirituelle dans le Parti républicain. On pense qu'il n'y a rien pour rien, tout ce qui se produit a une raison d'être. Bon, ce n'est jamais très agréable d'être en prison, surtout de manière injuste. Parce que lui, il fait une prison injuste. Des gens ont décidé, aujourd'hui nous savons de qui il s'agit, je ne vous donnerai pas les noms parce que ce n'est pas notre méthode. Moi, je ne suis pas du courant qui donne les noms. C'est quand même un président qui donne les noms à chaque 30 secondes. Oui, mais je ne suis pas de ce courant au Parti républicain. Cela a fait pour bon nombre de Camerounais, cela a élevé son coefficient de sincérité. Oui, tout à fait. Non, pour la sincérité, je vous ai dit, c'est quelqu'un de très sincère. Vous savez, Georges Gilbert Barola n'a pas de problème de vie personnelle. C'est quelqu'un qui s'est réalisé, qui est établi, qui est sur une vraie réussite sociale. Il n'a aucun problème. Je continue à vous dire, pour faire ce qu'il fait, il faut qu'il soit profondément patriote, il faut qu'il soit profondément sincère. Parce que je connais très peu, ce n'est pas le seul fils de chef d'État
qu'il y a dans le monde. Mais combien dénoncent le système que dirige leur père? Je n'en connais pas. C'est le seul cas que je connais au monde d'un homme politique, d'un fils d'eux, qui se retourne contre le système en se mettant du côté des plus faibles. Sauf qu'il se retourne contre les notables du chef de l'État, il ne se retourne pas contre le chef lui-même. C'est pour ça que Vous savez que dans son discours le 10 septembre dernier, le chef de l'État avait rappelé, il avait justifié la nomination des nouveaux membres du gouvernement du 4 janvier dernier, en disant qu'ils ont été choisis sur la base de la compétence. C'était un scandale. C'était un scandale. J'ai entendu ça, et ça fait partie d'ailleurs dans le communiqué de presse que nous avons produit dès le lendemain de ce discours. Ça fait partie des choses que j'ai relevées en disant qu'on a trouvé ça assez étrange, cet hommage de la vertu au vice, si on peut dire les choses comme ça. De nous dire au Cameroun, en 2019, qu'on a des ministres professionnels et humains, c'était quand même fort de café. On n'a pas de ministre professionnel alors? Non, enfin, il n'a pas dit certains. Il a dit de manière générale, tous les gens que je prends sont des... Est-ce que vous trouvez un bras cassé dans le gouvernement du 4 janvier? Alors, est-ce qu'on a eu la CAN? Est-ce qu'on a eu... Même le stade qui porte le nom du président aujourd'hui, est-ce qu'il est livré? Est-ce que Memveleux aujourd'hui tient la promesse? On nous a parlé de 211 mégawatts. Aujourd'hui, c'est 80 mégawatts définitifs. Hein. Il n'y aura pas un mégawatt de plus. Hein. Il faut que vous le sachiez. Hein. Alors, quand je vous ai cité ces exemples... Ça veut dire que le président Baoula a souvent raison quand il dit que ces gens trompent son père. Mais il a raison surtout de toute la ligne. Jusque-là. Il a prédit le départ de Bolloré. Est-ce qu'il n'est pas parti Bolloré? Moi, je ne connais pas une seule chose qu'a prédit le président Baoula qui ne s'est pas réalisé jusqu'aujourd'hui. Après, on n'est pas toujours d'accord sur les méthodes. Parce qu'on n'est pas... C'est une question d'éducation, c'est une question d'influence culturelle. Je n'ai pas la même vie que lui, et donc je ne pourrais pas avoir forcément les mêmes comportements que lui, la même façon d'agir, mais il est aussi aimé par une grande frange du public pour ce côté showman qui a la capacité de tenir la foule en haleine, d'amuser la foule tout en parlant de sujets sérieux. Moi, je n'ai pas ce talent. Mais Morgan, nous revenons parce qu'on avait un sujet sur parler de la prison, de notre président qui est en prison. Mais je voulais savoir, il y a un leader, le leader dont on parlait tout à l'heure, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, M. Maurice Kamto, qui est en prison. Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller lui rendre visite en tant que parti républicain, par solidarité? Alors, je vais faire une confidence. Je vous ai dit, nous, on est construit autour, la trinité essentielle du Parti républicain, c'est sur les 3 R. Rassembler, réconcilier pour reconstruire le Cameroun avec tous les Camerounais. Donc, à partir de ce postulat, tous les Camerounais, peu importe leurs idées politiques, leur connivence partisane, ont matière à faire partie de ce projet refondateur que nous portons pour le Cameroun. Maintenant, pour revenir à la question du professeur Maurice Kamto, je n'ai jamais envisagé d'aller... Parti, Oui, mais je parle au nom du parti. En revanche, nous avons échangé. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois le vice-président Mota à Koningui. On a échangé sur un tas de questions parce que pour nous, on n'est pas dans une adversité. Il n'y a rien de personnel. Nous sommes tous des fils du Cameroun et nous sommes, en tout cas je l'espère, portés par l'envie de voir le Cameroun aller de l'avant. Hein? Pour la petite histoire, Georges Gilbert Baongla est dans la même partage, la même cellule à Koningui que beaucoup de détenus du MRC, dont M. Mota. La quasi-totalité des repas qu'on lui amène... C'est là qu'il a été épargné lors des mutineries? Non, il a été épargné parce qu'il n'a pas été mêlé aux mutineries. Parce que ça aussi... Puisqu'il y a des prisonniers qui sont allés chercher à porter atteinte physique. Oui, tout à fait. Il a été épargné parce qu'il n'a pas été mêlé. Quand la mutinerie a éclaté, il est monté sur une estrade avec un truc blanc et il a demandé « peace, peace, peace ». Il n'a pas été écouté. Quand il n'a pas été écouté, il est redescendu de l'estrade, il est rentré chez lui. Il y a des images. Tout ça a été filmé par des drones, de nos services de renseignement. Donc il n'y a personne qui a été arrêté pour rien. Les gens qui ont été incriminés, c'est sur la base de faits probants. Donc il n'a pas été mêlé à cette affaire de mutinerie. Il n'a intervenu qu'une fois pour demander que les choses se calment. Et quand il n'a pas été écouté, il est reparti dans sa cellule. Jamais allé alors
Non, j'ai vu Motage, c'est ce que je vous dis. Il vous a dit qu'il que je ne connaissais pas. On parlait de repas dans cette cellule-là, c'est quoi? C'est manger ensemble, le bel exemple qui vient de la prison. Oui, enfin, c'est pour vous dire... Le président du Parti républicain qui mange avec des militants. C'est pour vous dire que la quasi-totalité des repas qui sont servis au président Gilbert Bahongla, il les partage systématiquement avec tous les prisonniers du MRC qui partagent sa prison et les autres. Pour y revenir, est-ce que vous pensez que dans ce dialogue dont on parle, est-ce que vous pensez que le camp Maurice Kamto peut aider à ce que le pouvoir peut aider quelque part dans ce dialogue? Est-ce que la libération de Maurice Kamto et ses alliés, tel qu'exigé par le parti c'est-à-dire comme préalable, vous pensez que ça peut aider à la réconciliation nationale? Mais pourquoi ne pas aussi voir la chose d'une autre façon? Peut-être qu'en allant au dialogue, dans le cadre du dialogue, on pourra plus facilement négocier la libération du professeur Kamto. C'est un conseil que vous donnez aux membres du MRC. Moi, je réfléchis à haute voix. Hein. Après, je dis ça, je dis rien. Mais je me dis que de poser ce préalable, non, s'il n'est pas là, on ne participe pas. Moi, je ne crois pas du tout à la politique de la chaise vide. Vous savez, notre leader aussi est incarcéré. Et ça nous fait mal, d'autant plus qu'il est incarcéré pour rien, victime d'une cabale. Maurice Kamto, encore, on va dire qu'il y a une marche, et au cours de la marche, on va mettre tout ce qu'on veut. Ils estiment aussi qu'ils sont incarcérés pour rien. Parce qu'ils estiment que c'est une marche pacifique. Vous ne m'avez pas compris. Ils appellent ça procès Kafka. Vous ne m'avez pas compris. Tout à fait. Vous ne m'avez pas compris. Je ne suis pas en train de vous dire, parce que jusqu'à présent, Maurice Kamto est présumé innocent. D'accord? Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il a tort ou pas. Je vous dis juste que si on fait un parallèle des situations, lui, quand même, il a été dans une manifestation où on peut même prendre des gens même du pouvoir qui cassent des trucs pour mettre ça sur le compte des organisateurs. Ça, c'est une possibilité. Mais dans le cadre de Gilbert Bahongla, voilà un citoyen qu'on a arrêté pour rien. Mais on dit qu'il a insulté des gens. Oui, mais dans une vidéo. Alors, qui est encore sur Internet. Je veux qu'on parle de droit. D'accord? Et qui a même été présenté au juge. Je souhaite qu'on parle de droit. Que dit la loi au Cameroun? La loi dit que pour interpeller un citoyen, en dehors de la flagrance délit, de cas de flagrant délit, il faut qu'il ait eu au moins 3 convocations auxquelles il n'a pas dérogé. Il n'a pas eu une seule convocation, Gilbert Bahongla. Il faut qu'il y ait un mandat d'arrêt. Et ce que prévoit la loi, c'est que quand il y a un vice de procédure, toute l'affaire est frappée de nullité. Alors comment un citoyen qui n'a pas été convoqué, donc premier vice de procédure, qui n'a jamais eu un mandat d'arrêt, deuxième vice de procédure... Ni un mandat d'amener? Oui, c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais les policiers de la direction de la police judiciaire qui ont participé à l'arrestation de Bahongla, ils sont à Konengi. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça ou pas. Ceux qui ont arrêté oui. Gilbert Bahongla, ils sont à Konengi. Pourquoi? Ils n'ont qu'exécuté les autres. Vous savez que s'ils sont en prison, la loi prévoit ceci. Si on vous donne un ordre qui est illégal, manifestement illégal, voilà, vous avez le droit de dire on ne l'applique pas. Vous savez que ce qui s'est passé à Douala, c'est un mandat de perquisition qui s'est transformé en un mandat d'amener dans le cas du MRC. Oui, par exemple, ça c'est des choses qu'il faut dénoncer. Parce que ce n'est pas du tout dans les schémas de justice qu'on veut pour notre pays. On ne peut pas arrêter un citoyen sans mandat. Sauf quand il y a un cas. Sauf quand il y a un cas de flagrant délit. Et je ne sais pas exactement dans quelles circonstances ça s'est passé à Douala, s'ils ont été arrêtés en flagrant délit, de quoi que ce soit. Parce que la loi est bien claire. On ne peut pas arrêter un citoyen sans qu'il ne soit convoqué, sauf s'il y a un flagrant délit. Le flagrant délit, c'est que l'affaire se produit à l'instant où on vous arrête. Donc ce n'était pas le cas de Bahongla, puisque la vidéo dont on parle, dont vous parlez, a été tournée 10 jours avant son arrestation. Donc ça ne s'est pas produit à l'instant. Deuxième chose, et quatrième chose qu'il faut relever. La loi de la communication sociale prévoit quoi? Si aujourd'hui, on me poursuit pour diffamation, parce que j'ai déclaré des choses sur votre plateau, on doit absolument me mettre en co-responsabilité avec le directeur de publication du média. Ça veut dire qu'à partir du moment où ces gens-là ont voulu interpeller Gilbert Bahongla, si on n'était pas dans une manœuvre complètement bricolée, ils devaient d'abord convoquer le patron du média dans lequel il s'est intervenu. Donc ce patron n'a jamais été convoqué, un autre vice de procédure,
qui montre que l'affaire, c'est un faux grossier et qui fait même honte à la limite. Parce que quand on pense que ces gens payent des conseils pour avoir ça, ce type de procédure, on trouve que c'est un vrai scandale. D'accord, on aura peut-être quelques... des avocats aussi. Comment? Ça justifie aussi la grève des avocats qui ont dénoncé par exemple ce genre de mandat. La grève des avocats. Oui, on ne doit pas arrêter un citoyen sans mandat. Avec un mandat de perquisition, par exemple, comme vous dites. C'est pas... Sauf, je vous le dis, s'il y a un cas de flagrant délit. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé à Douala et qui a conduit à l'arrestation du professeur Maurice Kamto. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils étaient en train d'agir au moment où on les a pris? Mais si ils étaient en train de poser un acte au moment où on les a pris, la loi le prévoit. Ça s'appelle le flagrant délit. Donc on peut vous arrêter sans mandat. D'accord. Nous sommes tous les fils du Cameroun, et nous sommes tous portés par l'envie de voir le Cameroun aller de l'avant. Le président Bahongla est incarcéré pour rien, il est victime d'une cabale. Georges Gilbert Bahongla est un citoyen qu'on a arrêté pour rien, par conséquent, il doit être libéré. Voilà, globalement, l'essentiel de ce qu'on peut retenir de cet entretien exclusif avec Morgan Palmer, le vice-président du Parti des Républicains. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.